Salut à toutes et à tous et bienvenue dans GND, l'émission dans laquelle on parle de jeux vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle. Alors ça faisait un petit moment que je l'avais pas faite, mais c'est important de travailler le marketing, l'image, tous ces trucs-là. Alors vous le savez, quand ton boulot c'est de parler de jeux vidéo, il faut quand même avoir un minimum de références si tu veux pas trop passer pour un tocard. C'est la street cred quoi. Et du coup il m'arrive régulièrement de me chauffer pour jouer à des trucs plus ou moins vieux qu'il faut avoir fait. Et le dernier en date c'était Resident Evil 4. C'est un classique, c'est un titre très influent, c'est un des jeux préférés de Maxime, il dure moins de 20 heures et en plus il est ressorti sur PC dans une version HD pas dégueulasse. J'avais aucune excuse pour ne pas tenter l'aventure. Alors j'y ai joué, mais je suis pas vraiment allé jusqu'au bout. C'était cool de découvrir un peu le jeu, mais j'ai trouvé que ça avait quand même pas mal vieilli. Si l'ambiance fonctionne encore très bien, c'est toujours sympa de se faire insulter en espagnol avant de se faire défoncer, sur l'expérience de jeu en tant que telle, c'est un peu plus compliqué. Bon, déjà aller sauver la fille du président qui en plus est conçue comme un boulet, ça me vend moyen du rêve. Les déplacements sont rigides et ça rend l'exploration assez laborieuse. Pour changer d'arme on doit passer par le menu pause et ça hache pas mal l'action. Et les gunfights à l'arrêt sur pivot en mode salle d'arcade, ça pique un peu. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est à prendre avec des pincettes, le jeu est pas devenu nul. C'est juste que sur le fond comme sur la forme, j'ai bien ressenti le poids des années. Mais le truc c'est que quelques temps avant, j'avais fait Shadow of the Colossus, lui aussi en version HD, pas le remaster PS4, celui sur PS3. Et s'il y avait aussi quelques petits soucis d'ergonomie, j'ai pas du tout eu la même sensation. Le jeu m'a tout de suite happé, je l'ai fini et je l'ai beaucoup aimé. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux jeux sont sortis la même année au Japon. Ils viennent de la même époque et pourtant, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas subi l'épreuve du temps de la même façon. Ce qui nous amène enfin à notre réflexion du jour. Pourquoi tous les jeux vidéo ne vieillissent pas de la même façon? Et cette question en appelle forcément d'autres. C'est quoi vieillir pour un jeu vidéo? Comment ça se manifeste concrètement? Et puis, quelle est notre place, à nous les joueurs et joueuses, dans ce processus? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce nouvel épisode de Game Next Door. Bon, on va tout de suite expédier ce qui semble évident si vous avez déjà vu un jeu vidéo. Oui, ils sont de plus en plus aboutis sur le plan graphique et technique. Et un jeu sorti il y a 20 ans aura de grandes chances d'être moins agréable à l'œil qu'un titre sorti aujourd'hui. Le jeu vidéo est certainement le médium le plus intimement lié au progrès technologique, et une bonne partie de la production est encore bien accrochée dans la course au graphisme. Tout a progressé, texture, lumière, effets de particules, anti-aliasing, là en fait je ne fais que vous lire des titres d'épisodes de post-process et je ne vais même pas essayer de rentrer dans le détail puisque ces gens-là le font déjà très bien. On peut ajouter à la liste les progrès sur les moteurs physiques, l'intelligence artificielle, les capacités de stockage et de calcul, etc. Là il n'est pas seulement question d'esthétique, mais plus de puissance et de possibilités de création. Half-Life 2, avant d'être un excellent jeu, c'est une démo technique du moteur physique conçu par Valve et des possibilités offertes par celui-ci. Le fameux Gravity Gun et les mécaniques qui en découlent ont été permises par cette technologie, et c'est donc bien le jeu à proprement parler qui en a profité. Aussi, même s'ils n'ont toujours pas dépassé ce bon vieux Daggerfall en surface pure, les open world qu'on connaît aujourd'hui existent parce que nous avons les moyens de les réaliser et de les afficher, même si ça demande encore des petites techniques de fifou. Et de manière générale, tous les jeux sont limités par des questions techniques. Mais paradoxalement, ce côté graphique, quand on parle de vieillissement, je trouve ça assez anecdotique en fait. Parce que une fois qu'on a accepté que le jeu a la tronche qu'il a, finalement ça s'oublie assez vite. C'est pas vraiment ça qui va rendre le jeu désagréable à jouer aujourd'hui, à moins que ce soit vraiment dégueulasse, et si c'est le cas, c'est que ça l'était déjà probablement à l'époque de la sortie, je trouve qu'on peut facilement se détacher de la chose. D'ailleurs, peut-être que l'explosion des indés a joué là-dedans, et qu'elle nous a réappris à voir des jeux au-delà de leur seule esthétique. Undertale est franchement moins joli qu'un jeu Super NES, ça ne l'a pas empêché d'être un grand jeu. À mon sens, ce qui va commencer à faire une vraie différence, ce sont tous les savoir-faire liés au game design qui eux aussi ont beaucoup évolué avec le temps. Et pour essayer d'expliquer ça, on va prendre un jeu qui fait quelque chose de très classique mais de façon très contemporaine, Hollow Knight. Le jeu de la Team Cherry reprend à la lettre la recette du Metroidvania, un monde composé de différentes zones interconnectées entre elles, des pouvoirs qu'on récupère au fur et à mesure de l'aventure et qui nous donnent de nouvelles possibilités d'exploration, un peu de combat, un peu de RPG, des gros boss qui font plaisir, bref, vous connaissez les bails. Mais si aujourd'hui vous mettez côte à côte Hollow Knight et Castlevania Symphony of the Night, qui est un peu le saint patron du genre, vous allez constater qu'il y a plein de petites améliorations et ajouts qui nous font ressentir les 20 ans qui séparent les deux titres. Alors ok, graphiquement il n'y a pas photo, mais comme on l'a dit, on s'en tape. Ensuite vient le game feel, les sensations manette en main. Là, Castlevania accuse un peu son âge, l'inertie du personnage, l'impact des coups qu'on donne et qu'on reçoit, la vitesse de jeu et d'exécution, tout ça vient des années 90. Et la fluidité, l'efficacité de Hollow Knight fait bien la diff. Sur le level design, même si en jouant à Castlevania ça fonctionne encore, ça a aussi pris un bon petit coup de vieux. Au niveau micro, les niveaux sont beaucoup plus étriqués, on coince et bloque un peu partout, alors qu'aujourd'hui, on est dans une tendance à avoir de la place, plus de liberté de mouvement et de respiration.
Et niveau macro, Hollow Knight est évidemment plus vaste, mais surtout plus abouti, avec des zones aux identités très distinctes, ne serait-ce que par cette utilisation des couleurs qui aide énormément à s'approprier l'espace, et reliées entre elles de manière un peu plus percutante, avec des raccourcis moins nombreux mais mieux amenés et qui récompensent l'exploration. Je passe aussi rapidement sur les questions d'interface qui ont fait d'énormes progrès en 20 ans. Les menus sont mieux foutus, plus aérés, plus esthétiques aussi, et toutes les informations nécessaires à la compréhension des interactions possibles sont élégamment apposées au décor. C'est tout bête, hein, mais dans Castlevania, pour interagir avec le point de sauvegarde, il faut appuyer sur O, et c'est pas marqué. Sans déconner, la première fois que je suis tombé dessus, je pensais que c'était un objet magique avec lequel on pouvait pas tout de suite interagir. Dans un jeu des années 2010, c'est inimaginable. Sur les boss, on sent aussi pas mal la différence. Dans Hollow Knight, les patterns sont plus nombreux et plus intéressants. Ils nous forcent à bouger, exploiter l'espace des arènes et repenser nos stratégies. Aussi, grâce aux animations, tous ces patterns sont mieux téléphonés, avec des phases d'anticipation et de fin de mouvement plus marquées, et du coup, on lit beaucoup mieux l'action et la prise de décision rapide est d'autant plus satisfaisante. C'est les gars de Motion Twin qui disaient qu'avec Dead Cells, ils voulaient pas faire un jeu à la Castlevania comme dans les années 90, mais comme dans le souvenir qu'on avait d'eux. Retranscrire le feeling, mais pas faire du copier-coller. Et je pense que Hollow Knight est aussi complètement dans ce délire-là. Dans les grandes lignes, c'est la même chose, mais il y a une montagne de micro-améliorations qui en font un jeu contemporain. Mais ce qui sépare finalement des Castlevania et consorts, ce sont surtout ces petites mécaniques profondément modernes qu'Hollow Knight rajoute à la recette. La jauge de mana qui se remplit en donnant des coups pour récompenser l'agressivité, le fantôme à tuer pour récupérer son butin à l'endroit de sa mort, la carte qu'on doit trouver et acheter dans chaque nouvelle zone et qui ne donne que le chemin critique pour encourager l'exploration, ou encore les fameux charmes qu'on peut cumuler et qui permettent de créer des builds hyper surprenants avec un vrai impact sur notre façon de jouer. Tout ça, Hollow Knight ne l'invente pas, les références sont quasiment explicites, mais ça en fait un jeu qui a appris de tout ce qui est sorti depuis 20 ans, et ça revitalise la formule du Metroidvania tout en donnant forcément un bon coup de vieux aux références d'avant. Bon, pour revenir à Resident Evil 4, quand j'ai joué, j'avais pas en même temps un jeu sorti 20 ans plus tard sur un écran à côté, ce qui n'est pas possible puisque de toute façon, j'ai qu'un écran, et on n'est que 14 ans après. Mais tout ça pour dire que j'avais pas de point de comparaison concret, et pourtant ça me sautait aux mains et aux yeux. À bien y réfléchir, ce n'est peut-être pas Resident Evil 4 qui a vieilli. Après tout, une expérience de jeu, c'est la rencontre entre une personne et un jeu. Et le jeu, en vérité, il ne bouge pas. Alors oui, il y a eu la petite refonte graphique, ok, mais à part ça, le temps n'a pas eu d'effet réel sur le truc. Les zombies n'ont pas plus pourri et Léon ne commence pas à perdre ses cheveux. Par contre, moi... ouais, je ne suis clairement plus la même personne qu'en 2005. D'abord, pour rester dans le cadre du jeu vidéo, j'ai joué à plein de jeux qui capitalisent sur ce qu'a apporté Resident Evil 4. Sans même parler de tous les TPS action de la génération PS3 360, dont il est finalement un peu le daron, des jeux comme Dead Space sorti en 2008 ou The Last of Us en 2013, ils sont allés piocher dans son héritage pour en faire quelque chose de leur époque. Dead Space ajoutait son interface diégétique, le démembrement et accentuait le côté survie, et The Last of Us faisait le pari de la relation entre Joel et Ellie, et une aventure un peu plus adulte. Et tous les deux sont venus avec leur lot de progrès sur le game design, dans l'animation, l'ergonomie, les idées de gameplay, bref, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ma perception d'un jeu aujourd'hui est forcément construite par tous les jeux auxquels j'ai joué jusqu'ici, et même si je fais un effort d'abstraction, il m'est impossible de voir un jeu de 2005 avec un regard de 2005. Et inversement, si on a joué à un jeu à sa sortie, c'est impossible d'avoir le regard de quelqu'un qui le découvre 10 ans après. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit toujours que nos jeux préférés ils ont pas pris une ride, alors qu'avec un regard neuf, bah si quand même un peu. Et puis il y a pas que le jeu vidéo dans la vie, si en 2005 c'était mon seul référentiel, aujourd'hui c'est plus la même. J'ai vu des centaines de films, des séries, je me suis mis à lire, à écrire même, j'ai été exposé à plein de discours et de perspectives différentes des miennes, et tout ça, ça a aussi changé mon regard sur plein de choses. Dans l'épisode sur le remplissage, je disais que pour moi la série God of War appartenait au passé, et c'est surtout dans ce sens-là. Ok, niveau design c'est daté et tout, mais si la violence gratuite et exagérée passe encore, j'ai vraiment du mal avec les scènes érotico-vidéoludiques de la chose. Rien que voir ces images-là, ça me fait vraiment cringer, et même si j'ai de la tendresse pour le post-ado abruti que ça faisait marrer et que j'étais à 18 ans, ouais aujourd'hui j'ai besoin qu'on vienne me chercher avec des trucs un peu plus subtils. Et sur l'écriture, la narration, ces dernières années, le jeu vidéo il a fait de vrais progrès. Je parlais tout à l'heure de The Last of Us, et même si ça reprend beaucoup de choses existantes, de The Walking Dead à The Road, sur l'écriture des personnages, c'est un jeu qui a repoussé les limites. Et même God of War en a pris de la graine pour entrer dans une nouvelle ère avec son reboot qui n'en est pas un. Je peux penser aussi à Firewatch, qui est quand même vachement bien écrit, les dialogues sont très réussis. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. There are, panties? There are what? I don't want to say that word again. Why, 'cause you're 12?
ou même près qui arrive à nous faire croire à toutes ces personnes qui vivaient sur Talos One. Et bien sûr, tous ces jeux qui utilisent des techniques de narration propres aux jeux vidéo et qui nous font vivre des expériences de manière totalement inédite. Je vais pas vous faire la liste, mais Edith Finch, Undertale, Journey, Celeste, Papers, Please, vous commencez à les connaître et si c'est pas le cas, il faut y aller. Mais tout ça pour dire qu'en ayant joué à tous ces jeux, lu et vu tous ces trucs, mes standards ont évolué. Et à part si le jeu n'a aucune ambition narrative, c'est toujours un peu dur de revenir à des histoires très jeux vidéo entre guillemets, entre protéger le monde, se venger et ou sauver une meuf qui ne sait rien faire toute seule. Au final, c'est nous qui faisons vieillir les jeux à travers nos expériences. Et si mon expérience avec Shadow of the Colossus a été différente, je me l'explique un peu de la même façon. Niveau écriture, c'est un jeu assez minimaliste, qui se raconte par les actions qu'on y fait, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aujourd'hui, et certainement même plus qu'en 2005 où j'aurais peut-être trouvé ça chiant. Et pour le gameplay, j'avais pas vraiment joué à des jeux qui reprenaient sa recette. Bon, ça reste un jeu assez unique, donc c'est pas si étonnant, mais c'est ce qui fait que j'ai pas eu les mêmes sensations. Par contre, si je l'avais découvert après le dernier Zelda, peut-être que j'aurais eu plus de mal. La mécanique de l'escalade aurait pu me paraître rigide, les balades dans les grandes plaines déjà vues, et les colosses auraient pu m'impressionner un peu moins. Bien sûr, tous les jeux vidéo sont des objets culturels et en ce sens, ils ne peuvent jamais vraiment être obsolètes. Ils nous disent toujours quelque chose des gens qui les ont créés, de l'époque dans laquelle ils sont nés, et parfois, ils nous rappellent aussi que ce que nous aimons dans tel ou tel titre est en fait une réappropriation d'idées arrivées bien avant. Et la morale de cet épisode, c'est pas qu'il faut jeter les classiques à la poubelle, ni même qu'il y ait une hiérarchie à faire entre eux en fonction de celui qui reste le plus pertinent selon tel ou tel critère, on s'en fout. Je comprends carrément qu'on pense que Resident Evil 4 n'a jamais été dépassé. Découvrir ce truc-là à un moment où Gears of War ça n'existait pas, ça a dû être une méchante claque, et beaucoup de jeux sortis après ont dû souffrir de la comparaison. Par contre, ce que je peux éventuellement trouver dommage, c'est de s'enfermer là-dedans et d'être dans un délire un peu exclusif. Attends, t'as pas joué à Resident Evil 4 et tu me parles ? le mec n'a pas joué à mon jeu et il me parle. Bon, voilà, je veux pas être désagréable, mais bon, bien un moment, est-ce que t'es un vrai gamer ? Voilà, faut se poser les bonnes questions. Hein. On a peut-être tendance à trop sacraliser nos références. Si elles ont façonné notre vision du jeu vidéo, c'est dommage de nier celle des autres pour qui ce n'est pas le cas. Au contraire même, avoir des expériences différentes et donc des références différentes, ça devrait toujours être un prétexte à la discussion et pas à la confrontation. Et c'est pas grave si les nouvelles générations ne construisent pas leur rapport aux jeux vidéo avec Super Mario World, Ocarina of Time, Half-Life ou même Metal Gear Solid 2. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'elles prennent aussi leurs grandes claques et vivent des expériences aussi marquantes que les nôtres. D'ailleurs, peut-être qu'avec le temps, on aura non pas que des remasters, mais de plus en plus de vrais remakes. Au moment où j'écris ces lignes, il vient tout juste de sortir, mais j'imagine que le remake de Resident Evil 2 va connaître un certain succès, parce que l'idée c'est d'essayer de capturer l'essence d'un jeu de 20 ans pour en faire un jeu actuel. On peut viser se déplacer, assigner des armes à des raccourcis, bouger la caméra, etc. Et pour pas mal de monde, ce sera peut-être l'occasion de vivre une expérience horrifique équivalente à celle qu'ont pu vivre les joueurs et joueuses de l'époque, mais avec un feeling contemporain. Et c'est peut-être ce remake qui les marquera comme l'original a marqué en son temps. Mais personnellement, je n'y jouerai pas non plus parce que ça me fait beaucoup trop flipper. Et ça, c'est pas sûr que ça change dans 20 ans. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il n'aura pas trop chahuté les jeux chers à votre cœur. Je remercie bien sûr aussi nos tipeurs qui nous permettent de produire chaque épisode de Game Next Door. S'il vous reste quelques piécettes de vos étrennes de Noël, vous pouvez nous aider sur notre page Tipeee. Au cas où, je vous rappelle aussi l'existence de Fin du Game, un podcast qu'on anime avec Exerve, dans lequel on revient sur des jeux plus ou moins récents en spoilant à fond pour essayer d'en comprendre toutes les sens et leur place dans le paysage vidéoludique. Il y a déjà 5 épisodes de sortie, c'est toutes les 2 semaines et il paraît que c'est bien cool. Sur GND, on se retrouve, je l'espère, le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et cœur sur vos manettes.